Et nous revenons à l'Italie avec Andrea del Castagno. Andrea del Castagno, qui est donc un pur florentin, né près de Florence, donc à Castagno, 1421. Il ne s'appelait pas d'ailleurs Andrea del Castagno, on lui a donné le nom de son village d'origine, il s'appelait Andrea di Bartolo. Et en 1437, donc il est né en 1421, en 1437, il est encore résident à Castagno, et on ignore tout de sa formation de peintre. En 1440, en revanche, il est un peintre connu à Florence, et il a reçu comme première commande publique, réalisée donc dans le palais du Podesta, un palais public donc à Florence, mais c'est un thème que je ne vous montrerai pas puisqu'il s'agissait de figures de pendus, et ces pendus qui étaient des rebelles à l'état florentin, parce que les Médicis tenaient la ville avec une poigne de fer. Et en 1442, il a travaillé à Venise, il a décoré la voûte de l'église San Zaccaria. Il est pendant 2 ans absent à Venise et il revient en 1444 à Florence. Et entre juin et octobre 1447, il réalise son œuvre la plus importante, celle dont je vous présente la dénomination ici, la Seine, 1447, donc une grande fresque qui fait près de 10 mètres de large. La décoration à fresque du réfectoire de Santa Polonia à Florence, qui comprend dans la partie inférieure la fresque la mieux conservée, la Seine, tandis que dans la partie supérieure, 3 scènes de la Passion sont très détériorées et je ne vous les montrerai pas. Alors approchons de cette œuvre qui est la plus importante de Castagno. Alors je cite le commentaire de cette œuvre, comment Vasari considérait Andrea del Castagno. Il définit ainsi sa peinture, il appréhende parfaitement les difficultés de l'art et notamment celles du dessin, tandis que ses couleurs dures et crues font perdre à ses œuvres une grande partie de leur valeur et de leur grâce. Il excelle à rendre le mouvement de ses personnages et l'inquiétante expression de leur visage, dont un vigoureux tracé souligne la gravité. Et vous allez pouvoir constater cela dans l'approche, évidemment, de la scène qui se trouve donc dans ce réfectoire à l'architecture de type Alberti, très sobre. Mais je termine avant cela les éléments très brefs relatifs à la vie de Andrea del Castagno. En mars 1456, il achève sa dernière œuvre conservée, qui est la fresque du monument équestre de Niccolò da Tolentino dans la nef de la cathédrale de Florence. Et l'année suivante, 1457, il décède emporté par la peste. Alors voyons cette scène de plus près. C'est l'un des lieux quand même les plus importants au point de vue peinture, fresque à Florence. Les historiens de l'art sont unanimes à admirer la riche polychromie des panneaux de marbre que vous voyez au fond, du faux marbre évidemment. La scène que nous allons voir en détail, qui est lente et solennelle, et la beauté aussi de certains détails, les rayons dorés des chevelures, les auréoles dessinées en perspective. Voilà, on approche de cette fresque tout en largeur, donc évidemment je vais en découper la présentation.
Voilà, vous apercevez déjà les caractéristiques, hein, les visages sont durs, hein, les expressions sont tourmentées, mais c'est quand même très impressionnant. Le savant équilibre des poses et des expressions, surtout dans le groupe central, où Judas, vu de profil, assis très droit et nerveux, s'oppose à un Saint Jean innocent qui s'est endormi à la gauche du Christ. Donc là, j'ai balayé. Si je vais trop vite, hein, je suis là sur les éléments de largeur. Hein. J'ai découpé en deux la scène pour vous montrer la partie droite. Tout à l'heure, il y avait la partie gauche. Et voilà, là, nous avons cette description. Vasari trouve évidemment que c'est trop dur, ces visages, mais en même temps, c'est très expressif, un sens du dessin remarquable. Il y a plusieurs fresques de scène, hein. Il y en a d'ailleurs deux de Ghirlandaio, mais pour moi c'est la plus impressionnante à Florence. On perçoit bien la nervosité sur le visage de Judas, la douceur sur celle du disciple bien-aimé, Saint Jean. Et des couleurs effectivement très crues. Ce ne sont pas les couleurs habituelles, hein. Pas de bleu, de rouge. Et un dessin en même temps très géométrique. Vous voyez la main, le visage, la courbe du menton. Alors maintenant, on va aller de gauche à droite pour regarder tous ces apôtres dans des attitudes bien différentes. Les auréoles sont présentées en perspective selon la position de la tête de chaque apôtre. Si je vais trop vite pour vos photos, dites-le moi. Hein. Vous voulez que je vienne en arrière? Non. Évidemment, une personnalisation de chaque disciple.
Voilà. Toute autre œuvre maintenant d'Andrea del Castagno, qui est quand même un des grands peintres du milieu du XVe siècle. Dans la galerie des hommes et femmes illustres, une série de fresques. Vous voyez les fresques en pied, donc en général 2,50 m de haut, et tout ceci se trouve actuellement au musée des Offices. Alors, avant juin 1449, le propriétaire d'une villa à Legnaia commande à Andrea del Castagno un cycle de 9 figures monumentales à fresques, donc pour sa villa. Alors 9 figures monumentales, 3 qui concernent les poètes toscans, je ne vous les montre pas puisqu'on les a vus au début du cours, Dante, Pétrarque, Boccace. Ensuite 3 condottieri florentins, c'est-à-dire des chefs de guerre mercenaires pour le comte de Florence, et puis 3 femmes célèbres, la Sibylle Cumène, la reine Tomiris et la reine Esther. Donc 9 fresques qui ont été découvertes en 1847, c'était badigeonné sur ces fresques, et elles ont pu être donc décollées et transportées au musée des Offices. Nous avons nos 3 condottieri, avec le premier, Pippo Spano, qui incarne ici le héros idéal. On va le voir un peu plus en détail. Donc, voilà, Pippo Spano. Là, ce sont des figures monumentales, hein, dans un moment de l'œuvre de Andrea del Castagno, avec cette habileté du dessin, la minutie de la description, en quelque sorte un portrait d'après nature. Le second, Farinata degli Uberti, un autre condottiere, ici à gauche le dernier condottiere, Niccolò Acciaioli. En quelque sorte les généraux de l'armée de Florence. Et puis 3 femmes célèbres, donc, qui sont d'abord la Sibylle Cumène, la Sibylle de Cume, puisque dans l'Antiquité les Sibylles sont des femmes prophétesses, prédisant donc l'avenir, et les Sibylles antiques ont été adoptées par les pères de l'Église qui en ont vu l'annonce de la venue du Christ dans leurs prophéties. C'est une interprétation évidemment, puisque elles ne sont pas directement des prophétesses ecclésiastiques, religieuses. Avec sa grande robe avec des reflets métalliques, c'est une représentation voulant associer beauté et dignité.
Et puis pour souligner aussi la gravité de ces prophéties, elle lève la main droite, donc pour indiquer qu'elle prophétise, qu'elle annonce ce qui est dans les cieux. Et maintenant, la seconde femme célèbre, Thomiris, la reine Thomiris, reine des Massagètes, 6e siècle avant Jésus-Christ, qui avait plongé la tête du roi des Perses, Cyrus II. Elle lui avait plongé la tête dans du sang pour se venger de la mort de son fils. Donc des femmes fortes. La reine Thomiris, et enfin la reine Esther. La fresque est de dimensions différentes puisque on n'a pas conservé la partie inférieure. La reine Esther qui a osé demander au roi Assuérus la protection de son peuple hébreu. Voilà la reine Esther. Autre œuvre d'Andrea del Castagno, encore une fresque dans une église, la Santissima Annunziata, la très sainte Annonciation, assez grande aussi, 2,85 m de haut, la Sainte Trinité, Saint Jérôme et deux saintes. Voilà l'ensemble de la fresque, réalisé donc dans la chapelle Corboli de cette église de la Sainte Annonciation à Florence. C'est une œuvre représentative de la maturité de Castagno, puisqu'il y abandonne son style monumental que nous avons vu dans la galerie des hommes illustres. Saint Jérôme est au centre en bas. Il apparaît ici comme l'ascète convaincu de la Renaissance, à la fois riche d'humanité et de mysticisme, selon un historien important de l'art italien, Salmi. À ses côtés, Paul, qui était sa disciple, et Eustochie de Tarse, qui était la compagne de cette disciple. Et au-dessus, donc, de la tête de Saint Jérôme, on voit la Sainte Trinité, je cite Vasari, avec un crucifix si bien fait qu'Andrea mérite d'être loué puisqu'il a réalisé les raccourcis d'une manière merveilleuse et plus moderne qu'aucun autre avant lui. Voilà, on voit effectivement que cette iconographie trinitaire, Dieu le Père, la colombe de l'Esprit Saint et le Christ en croix, les bras de la croix étant soutenus par le Père, c'est une iconographie qu'on appelle le trône de grâce, en référence d'ailleurs à un texte au chapitre 4 de la lettre aux Hébreux, mais qui ne décrit pas cette iconographie, le trône de grâce. Alors Saint Jérôme et sa légende. Saint Jérôme,
Vous voyez en bas son chapeau cardinalice, qui est son attribut, et puis la présence du lion, son amitié avec un lion, puisqu'il avait retiré une épine de la patte d'un lion, et il a été aussi, selon la légende, flagellé par des anges qui lui reprochaient de trop aimer la lecture de Cicéron. Et c'est pour ça que du sang coule de ses blessures. Et Saint Jérôme, c'est important pour notre époque, il est le patron des érudits. À la Renaissance, les humanistes se reconnaissent en lui et publient ses œuvres complètes. Et cet esprit de la Renaissance est tout à fait présent au cœur de l'une des 3 expositions parisiennes, celle qui s'appelle l'Invention de la Renaissance, qui se tient actuellement à la Bibliothèque nationale de France, où le sous-titre c'est l'humaniste, l'artiste, le prince, où avec une abondance de manuscrits enluminés d'origine italienne, provenant notamment du pillage du roi Louis XII lors de ses campagnes d'Italie du Nord, nous explique bien cet esprit de la Renaissance. Je vous en avais déjà parlé un peu avec Côme de Médicis en 1439, lorsqu'il reçoit et il héberge les Grecs, les représentants grecs du concile. Eh bien, il en profite pour, auprès d'eux, développer avec tous les gens autour de lui une connaissance du grec, une reconnaissance du grec, puisque à la fin du Moyen-Âge, les manuscrits grecs étaient délaissés par les érudits en Occident. On n'avait que des traductions, des mauvaises traductions provenant de l'arabe, donc grec, arabe et traduction en latin, ce qui n'était pas bon. Et à l'époque de Côme de Médicis, c'est donc un des aspects les plus importants de la Renaissance, c'est le travail de reconstitution, de recherche des manuscrits grecs, des nouvelles traductions, des confrontations avec entre les textes anciens que l'on recouvre, bref, une chasse aux manuscrits, une redécouverte donc des manuscrits grecs et aussi hébreux pour ce qui concerne l'interprétation et la critique biblique. Oui, toute cette recherche très, très importante, c'est au cœur de l'exposition de la BNF, et qui est facilitée évidemment à partir du milieu du XVe siècle par l'imprimerie, qui va évidemment permettre de diffuser tous ces textes. Voilà, j'ai fait un petit excursus, mais je reviens maintenant à Andrea del Castagno. On va voir de plus près ce magnifique raccourci du trône de grâce. Le Christ qui est présenté presque à l'horizontale, et puis nos 2 saintes qui entourent. Vous voyez en bas du torse les blessures de Saint Jérôme qui font référence à ce que je vous disais tout à l'heure. Une autre fresque dans la même église et dans une autre chapelle, voilà, mais dont il manque la partie inférieure, on va le voir. Ah, il reste encore plus de 2 mètres de haut. Donc une autre famille, la famille Cagliani, et
Il s'agit ici de Saint Julien. Julien le parricide ou l'hospitalier. Julien est un saint légendaire, issu de la légende dorée. Julien ayant disparu, ses parents le recherchent et finissent par retrouver son château, un jour où il est absent. Et la femme de Julien reçoit ses parents et les fait coucher dans son propre lit, et à son retour la nuit, Julien trouve le couple enlacé dans son lit, croyant voir sa femme avec un amant. Il les tue tous les deux. Après cette tragique méprise, il se fait ermite. Un soir, un lépreux transi lui demande l'hospitalité. Il l'accueille et le réchauffe dans son lit. C'est le Christ qui lui pardonne et le bénit. Voilà, Julien apparaît ici comme un jeune homme, sincèrement repenti du mal qu'il a fait, avec ses bras croisés sur la poitrine. Au-dessus de ses cheveux rehaussés d'or, on va le voir un peu plus en détail, on voit le disque métallique de l'auréole qui reflète la tête du saint. Autour de Julien sont représentés des épisodes de sa vie légendaire dans un paysage toscan. Approchons. Voilà, on voit bien sa tête reflétée dans l'auréole. Ici, le Christ bénissant. Et notre Saint Julien, repenti, vous retrouvez bien ici le type de visage avec un dessin très marqué. Et dernière œuvre de Andrea del Castagno, le monument équestre de Niccolò da Tolentino, une fresque qui se trouve donc dans la cathédrale de Florence. Hein, la fresque est assez haute, hein, 8,33 m de haut. Alors, une petite promenade très rapide dans la cathédrale de Florence, la façade occidentale. Voilà, on retrouve la coupole de Brunelleschi, de marbre blanc et noir. Voilà l'intérieur, et à gauche, vous voyez déjà un monument équestre qu'on va regarder de plus près. Voilà, ici vous avez les deux monuments équestres. Hein. Celui qu'on verra plus tard, qui est à droite, c'est celui de Paolo Uccello, et celui de gauche, c'est celui d'Andrea del Castagno. Approchons-nous. Voilà, ce monument équestre. Et là, le peintre a repris, ce monument a été achevé, qui était consacré au général Niccolò da Tolentino. Florence voulait célébrer ses grands condottieri et donc en mettre les fresques dans la cathédrale. Et le peintre reprend son style monumental et héroïque qu'il avait utilisé pour la galerie des hommes illustres. La description de la musculature nerveuse du cheval, qu'on va regarder de plus près, vous la voyez là, musculature nerveuse du cheval,
Et puis les traits accentués du personnage. Je reviens un tout petit peu en arrière pour vous montrer l'ensemble. Donc ce monument équestre, il est le pendant de celui réalisé par Paolo Uccello antérieurement, on le verra nous après parce que c'est au cours prochain que l'on verra les œuvres de Paolo Uccello, mais sa fresque à lui remonte à 1436, tandis que celle-ci est de 1456, 20 ans après. Et maintenant, nous allons voir quelques tableaux de peintres moins importants, mais dont les œuvres sont néanmoins intéressantes, et essentiellement à partir du musée du Louvre et du musée du Petit Palais d'Avignon. Alors, Francesco Pesellino. Donc un Florentin bien évidemment, 1422-1457, donc vraiment les peintres du milieu du Quattrocento. Il est fils et petit-fils de peintres. Pesellino, c'est pas son nom, c'est un surnom. Il s'appelait Francesco di Stefano. Il a été l'élève avant tout de son grand-père, Pesello, pour soi qu'on l'appelle Pesellino, petit Pesello, et il débute son activité sous la direction donc de ce grand-père et aussi de Filippo Lippi. Mais son art est marqué aussi par le tableau est marqué par les styles de Fra Angelico et Domenico Veneziano. Il divulgue, c'est un divulgateur adroit et agréable du langage pictural florentin de la première moitié du Quattrocento. Il a travaillé aussi pour Comte de Médicis. Donc voyons ce premier tableau, Vierge à l'enfant et quatre saints, c'est une sainte conversation, c'est-à-dire que au centre, en général, donc une Vierge à l'enfant en trône, entourée de quatre saints qui paraissent donc converser avec la très sainte Vierge. Dans un même espace, un espace traité en perspective avec les murs, ici une composition monumentale à l'antique avec la niche à coquille tout au fond, des ouvertures droites, des petits éléments verticaux comme des pilastres presque, et les deux murs latéraux marquent bien donc l'ensemble de la perspective, l'espace étant unifié. Des couleurs dans l'ensemble assez chaudes, à part le manteau de la Vierge, on est plutôt dans les bruns. Et on voit des pilastres cannelés au fond. Donc c'est tout
à fait dans le style Renaissance. On va voir que pour certains autres peintres tout à l'heure, il y a des réminiscences gothiques. Un visage proche de ce que fait Filippo Lippi. Alors qui sont ces saints? Saint Zénobe, point d'interrogation. Pour celui de gauche, Saint Jean-Baptiste, on le reconnaît avec son vêtement en poil de bête. Et puis Saint Antoine Abbé et Saint François d'Assise. Voilà, si on va de l'autre côté, voilà, Saint Antoine Abbé à gauche et Saint François d'Assise. Une autre œuvre de Pesellino, une Vierge à l'enfant, un petit tableau, donc 59 sur 5, voilà. C'est plutôt une œuvre de dévotion privée. La Vierge est assise devant une niche à coquille, encore un fond bien Renaissance. Elle caresse d'un doigt de la main droite la joue de l'enfant Jésus et elle paraît pensive. Quant à l'enfant, elle est bien joufflue et potelée. Il se présente de face, debout sur une sorte de table, légèrement déhanché et le regard un peu vague. Si on ne voyait que l'enfant, on pourrait se dire que c'est une œuvre un peu maniériste, mais tel n'est pas le cas pour la Vierge. Ce sont des peintres moins connus, mais c'est quand même de la belle peinture. C'est à la Renaissance qu'on sait que les peintres ont quand même réussi à bien représenter un enfant, voire un bébé, alors que dans le Moyen-Âge, c'est plutôt des adultes en réduction. Voilà, un autre peintre, anonyme, qu'on appelle le maître de Castello, en référence à son œuvre principale, mais ce n'est pas celle-ci que je vous montre. Donc, un peintre dont on ne sait pas grand-chose, puisqu'on ne connaît même pas son nom, actif à Florence durant la seconde moitié du Quattrocento. Une belle œuvre au musée du Louvre, Vierge à l'enfant et 4 anges. Voilà, très influencé par l'art de Filippo Lippi, et il a vraisemblablement travaillé dans l'atelier de Lippi. Et
Les conservateurs du Louvre écrivent ceci: en effet, les types physiques des personnages, leurs attitudes, leurs expressions douces et mélancoliques rappellent les œuvres de Lippi. Vierge à l'enfant entourée de 4 anges. On n'a pas le regard coquin de certains angelots de Lippi, mais ici c'est beaucoup plus grave. Un autre peintre, Giovanni di Franco di Piero, la nativité et l'adoration des mages, c'est-à-dire deux scènes dans le même tableau. Le tableau qui est tout en largeur, ce qui fait que c'est très certainement une prédelle ou un élément de prédelle, 21 cm de haut sur plus d'1 mètre de large. Voilà. Donc une seule image pour 2 scènes, à gauche une nativité et sur tout le reste c'est une adoration des mages avec entre les deux un mur d'angle, un mur anguleux qui occupe donc le mur occupe presque la moitié du fond du tableau, mais il a une partie anguleuse qui sépare les 2 scènes. Et cette partie anguleuse n'a aucune justification monumentale, c'est un élément certainement, ce décrochement angulaire, certainement symbolique. Je n'ai pas de détails, en fait, voilà. Vous avez ici la nativité et à droite le mur droit et puis cette partie anguleuse qui commence, mais que je ne vous montre pas là parce que je me suis trompé dans l'ordre de quelques photos. Donc on regarde d'abord notre nativité. Et maintenant, nous avons donc le début, la partie gauche de l'adoration des mages. Alors ce mur en ruine qu'on voyait au début, là, vous le voyez bien, donc il n'a pas de signification architecturale, c'est probablement un symbole christique, puisque c'est un angle et que ça correspond certainement au texte biblique que l'on rencontre dans plusieurs passages. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. J'ai plein de références bibliques, Psaume, Isaïe, etc. C'est certainement la signification de ce mur d'angle
puisque cette naissance toute modeste, et puis ensuite évidemment le fait que le Christ sera crucifié, donc le rejet de la pierre qui est devenue la pierre d'angle. Je reviens à la deuxième partie. Voilà, l'adoration des mages. Un mur d'ailleurs qui n'a aucune fenêtre, aucune ouverture, purement symbolique. Et ce mur un peu en ruine, on trouve dans d'autres tableaux, toujours liés à la nativité, toujours. Et ici évidemment une scène beaucoup plus gothique, c'est-à-dire ici en référence aux fêtes somptueuses qui étaient organisées à Florence à l'époque du Principat des Médicis. Un riche costume, on va regarder un peu plus en détail. Riche équipage, riche costume. Des fêtes florentines. Autre peintre, Alessio Baldovinetti. Baldovinetti baigne ses personnages dans une lumière. Voilà. 1460, vers 1464. Baldovinetti baigne ses personnages dans une lumière calme et donne à ses paysages une ampleur qui s'inspire de Domenico Veneziano, que nous avons déjà vu. Dessinateur précis et incisif, fidèle à la tradition florentine du milieu du XVe siècle. Avec les méandres d'une rivière, évidemment c'est une recomposition d'un paysage florentin imaginaire. Pardon. L'espèce de ceinture de l'enfant Jésus est un peu un pendant à la sinuosité du cours de l'Arno, la rivière florentine. Autre peintre, Domenico di Michelino, probablement élève, c'est probable, de Baldovinetti ou de Pesellino. La Vierge à l'enfant, 4 saints et donateurs, musée de Dijon. Voilà, alors là, on a l'impression d'un recul, aller vers l'époque gothique. Les personnages, donc, Saint Jean-Baptiste à gauche, reconnaissable à son vêtement, avec son attribut de clé, Saint François avec ses stigmates et son costume, et le dernier saint, plus difficile à identifier. Et puis le fond d'or, qui a disparu des œuvres des principaux peintres,
le fond d'or, la raideur des personnages, certains regards vagues. Donc regardons ce tableau qui est datable vers 1460 d'un peintre florentin qui est de bonne qualité, même s'il a des tendances gothiques encore très marquées. Autre tableau de Domenico di Michelino. Alors là aussi, c'est encore un trône de grâce, mais présenté évidemment d'une manière plus classique, sans raccourci, et avec une prédelle dont on verra les petits panneaux. C'est encore un trône de grâce, donc, puisque Dieu le Père tient les bras de la croix. Ce tableau qui se trouve à l'Académie à Florence. Alors j'ai mélangé sur place ou sur livre. Sur place, sur livre. La prédelle est sur le thème des archanges. Il y a 3 panneaux et chaque panneau est consacré à un archange. Alors ici, il s'agit de Saint Michel, l'archange Saint Michel qui est le chef des armées célestes et qui combat et est victorieux du dragon qui est chassé du ciel. Au milieu, c'est l'archange Gabriel, celui qui annonce à la Vierge donc qu'elle va concevoir le Fils de Dieu, et le troisième, celui de l'Ancien Testament, l'archange Raphaël, qui guide le jeune Tobie en référence à l'histoire de Tobie dans l'Ancien Testament. Ce thème des 3 archanges, on le retrouve dans une autre œuvre de Domenico di Michelino, également à l'Académie. Voilà le tableau. Et les 3 archanges sont ici ensemble. Saint Michel, Saint Raphaël au milieu, puisque c'est lui qui tient la main du jeune Tobie, et Saint Gabriel à droite, qui tient la fleur de lys, symbole virginal pour l'Annonciation. Tableau encore sur fond d'or. Donc au milieu et un peu au-delà du XVe siècle, on a des peintres qui se rappellent le goût gothique,
sans doute demandé par les commanditaires. Hein. Autre peintre, Neri di Bicci. On va voir plusieurs tableaux qui se trouvent principalement au musée du Petit Palais d'Avignon, qui est très riche en peinture italienne. Donc Neri di Bicci, fils et élève de Bicci di Lorenzo, qui était un peintre conservateur, entre guillemets, avec fond d'or, schéma traditionnel, mais avec l'intégration de la perspective et de l'éclairage de la Renaissance florentine. Autre caractéristique de ce peintre, c'est que, comme il avait très peur des imitations, eh bien, de 1453 à 1475, il a répertorié dans un livre, Ricordanze, toutes les peintures sorties de son atelier. Ici, la silhouette allongée de la Vierge rappelle les modèles de Bicci di Lorenzo, son père. Oui, on a un dessin du visage et de voiles sur la tête qui sont plus proches du style gothique, évidemment, moins élaborés que chez Lippi par exemple. Trop vite peut-être. Autre tableau, parce qu'on va avoir plusieurs de Neri di Bicci, le couronnement de la Vierge. Voilà un plus grand tableau. Avec à gauche Saint-Antoine Abbé. On a aussi Saint-Augustin qui est à son côté, et à droite l'archange Raphaël et Tobie, dont l'archange Raphaël a sa tête sous sa main. Il porte sa main sur la tête du jeune Tobie. Alors la composition ressemble un peu à celle de Fra Angelico dans une des cellules du couvent de San Marco. Je parle de la composition, pas du style de peinture. Des petits animaux, la salamandre, le chardonneret, et les deux anges qui sont en vol en haut, on va les regarder en détail bien sûr, qui sont disposés suivant une perspective assez audacieuse et qui sont un peu une réminiscence des génies funéraires sculptés sur les sarcophages romains. Entrons dans le détail de ce tableau. Un assez grand tableau, hein, puisqu'il fait un carré à 166 sur 166 cm. Donc la nativité de Fra Diamante.
pardon, je vais un peu vite. C'est une adoration de l'enfant, hein, puisqu'il est sur le sol. Le visage un peu sévère, hein, de Joseph. La colombe de l'Esprit Saint tout en haut, hein, du tableau. Voilà ces fameux anges en vol, comme des génies funéraires. Alors voilà un de ces bergers, ils sont disséminés dans plusieurs endroits du tableau, devant les méandres du fleuve. Autre groupe de bergers devant les remparts chardonneret. La gourde. Donc, fourmi de petits détails, très bien rendus. Voilà. Alors, il nous reste quelques minutes. Et je vais vous montrer autre chose. Voilà. Alors, je peux vous parler quelques instants de ces expositions parisiennes. Alors, si vous avez du temps et si vous avez la possibilité d'aller à Paris, il y a donc 3 expositions qui se termineront les 16 ou 17 juin, hein, selon les expositions. Enfin, à un jour près, c'est la même fin d'exposition. Alors, BNF, d'abord, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, ça s'appelle l'invention de la Renaissance. C'est peut-être faut pas dire la moins intéressante, c'est peut-être la plus austère. Elle est composée essentiellement de manuscrits enluminés, puisqu'il s'agit de l'invention de la Renaissance, c'est d'abord l'Italie du Nord. Quand on voit d'ailleurs la répartition des universités et des imprimeurs, on voit vraiment la concentration la plus importante en Italie du Nord. Donc l'invention de la Renaissance à la Bibliothèque nationale de France, avec donc essentiellement de magnifiques manuscrits enluminés, italiens mais aussi français. Hein. Il est question aussi du début de la Renaissance en France. Bien, mais je voudrais d'abord parler des 2 autres
qui pour moi sont encore plus importantes, à commencer par celle Revoir Van Eyck. Revoir Van Eyck, c'est le titre de l'exposition au Louvre, dans une salle divisée en quelques compartiments, qui nous permet évidemment d'admirer la Vierge au chancelier Rollin, qui passe un diaporama en ce moment, mais aussi un ensemble de tableaux, de manuscrits enluminés. Il y a tout ce qu'on a pu réunir comme petits tableaux de Van Eyck. Il y a 4 tableaux principaux de Van Eyck, mais il y a aussi du Van der Weyden, de Thierry Boots, bref, une grande qualité de petits tableaux. Ce sont des petits tableaux dans l'ensemble qui évidemment ont des éléments communs avec la Vierge au chancelier Rollin, par exemple, il y a plusieurs tableaux sur le thème de la grande fenêtre qui s'ouvre sur le fond. Vous avez notamment un tableau de l'atelier de Van der Weyden. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.